À la suite des annonces du président de la République du 12 juillet, une vague de vociférants a inondé les réseaux sociaux. Parmi les mots employés pour leur discours, on pouvait lire Shoah, dictature ou apartheid. Cet argumentaire est le fruit d'une minorité bruyante et hargneuse qui trouve une caisse de résonance dans certains discours d'extrême droite, notamment Dupont-Aignan ou Philippe, ce qui ne surprend pas vu les liens historiques entre cette frange de la politique et le complotisme, mais également par des figures d'une certaine gauche, à l'instar de Michel Rivasi, eurodéputé d'Europe Écologie et Verts, qui dénonce, je cite, un apartheid dans le pays des droits de l'homme. La perméabilité des idées New Age et anti-science dans les habitudes de certains électeurs de gauche peuvent expliquer probablement cette émergence, même si ici, je ne peux que supposer. Je pensais initialement remettre ces mots dans leur contexte, interroger la pertinence de mobiliser ces référentiels si durablement, si douloureusement enracinés dans nos mémoires, mais les attitudes victimaires de certains, on pensera à Bigard et ses cris alarmistes qui annoncent que les anti-vaccins devront à terme porter une étoile jaune, ainsi que les positions revendicatrices de plus en plus courantes dans les postures conspirationnistes, m'ont fait remettre en question cette approche. À la place, j'aimerais donc répondre à une question. Comment en est-on arrivé là ? Je n'ai pas les compétences pour mesurer la diffusion d'une idée sur les réseaux sociaux. La viralité d'une pensée répond à des mécanismes qui m'échappent. Par contre, j'ai beaucoup étudié le révisionnisme et les ambitions qu'il charrie. Instrumentaliser la réalité au travers de l'histoire pour faire avancer son agenda politique, c'est loin d'être un mécanisme nouveau, voire révolutionnaire. C'est au contraire un raccourci très prisé par des régimes ou discours politiques qu'on peut qualifier d'extrêmes. C'est parfois utilisé dans le but d'unir un peuple. On peut par exemple penser au révisionnisme roumain, dit protochronique, qui postule que leurs ancêtres, les Daces, sont la plus ancienne civilisation du monde et qu'ils ont inventé l'écriture, ont enfanté les civilisations grecques et latines par des migrations. Ces affirmations aujourd'hui sont colportées, notamment par l'Église orthodoxe roumaine et des militants, qui sont beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux que dans le milieu universitaire. C'est parfois aussi mobilisé pour atténuer la dissonance cognitive entre les prétentions d'une nation et sa réalité contemporaine. Le récentisme, par exemple, est une pseudo-histoire russe qui remet en question la chronologie historique telle qu'elle est connue. Le monde serait plus récent et la majorité des événements marquants de l'histoire se seraient passés en Russie. Mais les Européens, qui sont que des jaloux, ont réécrit et falsifié l'histoire pour ostraciser la Russie. Selon cette théorie crapuleuse, Jésus serait né à Saint-Pétersbourg, la guerre de Croix et les croisades sont un seul et même sujet, et l'Église a manipulé le calendrier en ajoutant un millénaire afin d'assurer sa légitimité. C'est des thèses qui peuvent porter à rire, mais dont les conséquences sont parfois désastreuses. Au début du XXe siècle, en Russie, un journal commence à publier le protocole des sages de Sion, avec en sous-titre « Programme juif de la conquête du monde ». Ce sous-titre suffit à vous en présenter le programme. L'origine de ce texte est complexe. On l'attribue parfois à des nationalistes, parfois à la police secrète du tsar. Quoi qu'il en soit, le texte est vite identifié comme faux, même si souvent mobilisé par les passions antisémites de ce début du siècle. Jusqu'à ce qu'arrive Mein Kampf, où Hitler écrit « Les protocoles des sages de Sion, que les juifs renient officiellement avec une telle violence, ont montré d'une façon incomparable combien toute l'existence de ce peuple repose sur un mensonge permanent. Ce sont des faux, répète en gémissant la Gazette de Francfort, et elle cherche à en persuader l'univers. C'est là la meilleure preuve qu'ils sont authentiques. Ils exposent clairement et en connaissance de cause ce que beaucoup de juifs peuvent exécuter inconsciemment. C'est là l'important. » Ce livre, donc le protocole des sages de Sion, c'est aujourd'hui encore une arlésienne des complotistes, qui voit dans ces lignes la preuve imminente d'un nouvel ordre mondial organisé par les juifs, ou par les reptiliens, pour ceux qui ont le souci d'être un peu moins antisémites que leurs voisins. Revenons au point de départ. Dictature, Shoah, apartheid. Ces mots-là font partie d'un patrimoine historique très fort, celui de la violence d'État instrumentalisée contre un groupe précis de la population. Je vais choisir de mettre de côté le mot dictature pour le reste de cette pastille. C'est un mot qui colore le fantasme décrit, mais son analyse m'écarterait du sujet. Non pas qu'elle n'est pas pertinente, mais le mot dictature est un référentiel sémantique fluide qui n'est pas ancré sur une mémoire définie. A contrario, apartheid et Shoah sont deux mots qui correspondent à des moments très précis de l'histoire, et même si leur signification est plurielle, apartheid signifiant séparation en afrikaans et Shoah catastrophe en hébreu, chacun d'eux sera pour toujours un moment historique précis, une politique de ségrégation raciste en Afrique du Sud et une extermination méthodique des Juifs d'Europe par le régime nazi. Et peu importe ce que vous pouvez arriver, aucun historien ne dévoiera ces termes. La comparaison est un outil rhétorique extrêmement puissant, qui permet de faire un parallèle évocateur rapide. Ça permet rarement de faire passer une idée avec subtilité, mais l'efficacité est souvent au rendez-vous. Ici, rien ne peut la justifier. Et je n'évoque là aucune sacralité. Si vous me disiez que la question Mapouche est assimilable à l'apartheid, ou que la gestion des Ouïghours était comparable à la Shoah, je ne m'insurgerais pas. Les situations sont différentes, mais des parallèles peuvent rendre la comparaison compréhensible. La nuance ici qui nous intéresse, c'est la notion de choix. En Afrique du Sud, la politique s'attaquait au taux de mélatonine. Dans l'Allemagne nazie, c'est l'hérédité qui vous plaçait sur les listes des trains. Vous pouviez faire le choix d'être apostat, vous pouviez renier votre religion, vous seriez quand même entré dans ce train. Ce discours, c'est un discours victimaire qui compare l'incomparable. C'est donc par extension un révisionnisme, puisque le relativisme qui en découle estime que 6 millions de morts se compare à l'ostracisme qui est là pour protéger la population d'inconscients médicaux.
Pourquoi en est-on arrivé là? C'est une phrase de Staline qui l'explique probablement le mieux. Je cite: « La mort d'un homme, c'est une tragédie. La disparition de millions de gens, c'est de la statistique. 6 millions de morts de la Shoah. 67 millions d'une population ghettoisée, maltraitée, pauparisée, exploitée par l'apartheid. C'est des chiffres qui ne veulent rien dire. Personne ne sait représenter 6 millions. Si vous voulez palper cette horreur-là, vous n'avez d'autre choix que l'étude. Par la lecture, par l'art, en fait, par tous les artifices de la mémoire. Je peux vous conseiller Si c'est un homme, de Primo Levi, le journal d'Anne Frank. Les assassins de la mémoire de Vidal-Naquet, si la question du négationnisme et du révisionnisme historiographique vous intéresse. Prenez le temps d'écouter la mémoire de ceux qui ont vécu cette erreur-là. Je peux l'expliquer aussi longtemps que possible, mais je ne pourrai jamais comprendre à votre place. Et je vous laisserai donc sur la musique de Billie Holiday, Strange Fruit, qui parle d'une autre ségrégation, d'une autre horreur, qui va vous permettre de redonner peut-être un peu de corps à cette histoire que vous évoquez. Ceux qui ne parlent pas anglais trouveront une traduction en commentaire. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry.